Le mépris est pire que la haine, il vous efface. Voltaire. Ils étaient tous là. Les amis de Marc, leurs rires gras, leurs blagues en boucle, leur petit club d'hommes sur deux. J'étais assise au bout de la table, dans notre propre salle à manger, comme une invitée qu'on avait oublié d'écouter. Depuis que j'avais quitté mon poste de directrice financière, pour me recentrer, disais-je, tout avait changé. À leurs yeux, je n'étais plus celle qui menait des négociations à 7 chiffres, qui rentrait tard après des réunions stratégiques. Non. J'étais devenue celle qui préparait les plateaux de fromage et souriait en silence. À ma femme, avait lancé Marc, vers levé, avec un clin d'œil, elle découvre enfin la douceur d'une vraie pause, payée par moi. Rire autour de la table. Même Paul, son ami que j'avais personnellement aidé à décrocher un crédit pour son entreprise, riait. Je me suis figée. Mes joues brûlaient, mais j'ai souri. Un de ces sourires vides, mécaniques, que les femmes fortes utilisent quand on les humilie sans les frapper. Je n'ai rien dit. Pas ce soir-là. Pas le lendemain non plus. Mais je n'ai rien oublié. Je me suis rappelé chaque regard. Chaque rire. Chaque mot prononcé comme une gifle. Marc croyait que j'étais faible. Parce que j'avais décidé de faire une pause. Parce que, pour une fois, je m'étais retirée du jeu. Mais il ignorait une chose essentielle, ma pause n'était pas un abandon. C'était un recalibrage. Une reprise d'élan. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le cabinet de conseil que je venais de rejoindre discrètement en tant qu'associé, négociait déjà le rachat de sa société. Et que moi, j'étais assise de l'autre côté de la table. Alors j'ai continué à sourire. À cuisiner. À être la femme au foyer qu'il croyait dominer. Pendant qu'en coulisses, je préparais sa sortie. Il est parfois plus efficace d'ouvrir un dossier que de hausser la voix. Dominique Rollin. Pendant que Marc riait à ses propres blagues, moi, je reconstruisais mes réseaux. Discrètement, méthodiquement, sans drame. J'ai réactivé mon ancien carnet d'adresses, contacté 2 anciens associés, accepté un déjeuner avec une avocate d'affaires que je n'avais pas vue depuis 3 ans. Chacun de ces rendez-vous était un caillou posé sur un chemin très précis, le mien. Marc dirigeait une PME dans le secteur de la tech. Une boîte dynamique mais fragile. Il aimait s'en vanter, mais je connaissais les chiffres mieux que lui. Parce qu'avant de faire une pause, c'est moi qui avais négocié ses premiers financements, rédigé ses premiers contrats, conseillé ses recrutements. J'avais construit ses fondations dans l'ombre. Et aujourd'hui, ironie délicieuse, sa société était à vendre. Il n'en parlait pas, bien sûr. Il cachait l'information comme une tâche. Mais moi, je le savais. Grâce à un simple nom glissé dans un dîner discret. Marc ne se doutait pas que le cabinet qui s'intéressait à son entreprise, c'était nous. J'avais rejoint un fonds d'investissement discret mais ambitieux, composé principalement de femmes. L'une des fondatrices, Claire, avait connu les mêmes humiliations que moi. Ensemble, on avait décidé d'avancer sans bruit, mais avec précision. Lors d'une réunion interne, j'ai posé le dossier Marc sur la table. J'ai présenté ses failles, ses erreurs de gestion, ses dépendances aux subventions, ses erreurs RH, notamment l'embauche de ses amis incompétents. J'ai tout détaillé. Factuellement. Froidement. Sans amertume. Tu es certaine de vouloir aller jusqu'au bout ? M'a demandé Claire. Ce n'est pas une revanche. C'est une réorganisation. On ne garde que ce qui fonctionne. Et ce jour-là, j'ai compris, ce n'était pas lui que je voulais éliminer. C'était sa manière de faire, son entre-soi, son monde basé sur l'arrogance et l'impunité. Alors j'ai souri. Comme la femme qu'il croyait inoffensive. Et j'ai ouvert le dossier Marc Session à étudier. Le plus grand pouvoir est de faire trembler sans jamais hausser le ton. Marguerite Yourcenar. Marc ne savait rien. Pas encore. Dans sa tête, j'étais toujours en pause. Une épouse en transition, bonne pour jouer les organisatrices de dîner et plier les draps. Il ne posait pas de questions. Il ne me demandait pas où j'allais quand je sortais. Il était trop occupé à s'écouter parler. Pendant ce temps-là, nous avancions. Le fonds d'investissement dans lequel j'étais associé avait terminé son audit.
Les chiffres de la société de Marc étaient aussi bancals que je l'avais prédit, croissance instable, gestion RH catastrophique, et surtout, dépendance excessive à 2 gros clients, dont l'un venait de changer de direction. Une fragilité parfaite pour une acquisition à prix cassé. Mais nous ne voulions pas seulement racheter. Nous voulions nettoyer. Et reconstruire. Le plan était simple, proposer un rachat progressif, garder quelques profils techniques solides, écarter les éléments toxiques, autrement dit, Marc et ses amis. Ce club privé qu'il avait transformé en organigramme, cette bande de copains qui confondait réunion et apéro, stratégie et improvisation. Un jeudi matin, alors que je rentrais d'un rendez-vous discret avec notre notaire, Marc m'a lancé depuis la cuisine. « Tu as encore vu tes copines de yoga ? T'as l'air mystérieuse ces derniers temps. » J'ai souri. « Tu sais bien, les femmes sans emploi doivent s'occuper. » Il a ri, satisfait. Il croyait toujours mener le jeu. La semaine suivante, notre offre de reprise est arrivée sur son bureau. Signée anonymement au nom du fonds. Il n'a pas reconnu le nom du cabinet. Il a d'abord cru à une erreur. Puis à une opportunité inespérée. Il a convoqué une réunion. J'ai écouté depuis l'ombre. Il parlait de synergie, de nouvelle étape, de passer la main intelligemment. Il n'avait toujours rien compris. Le vendredi, je suis allé au siège du fonds. Claire m'attendait dans la salle de réunion. Il va tomber de haut. Non. Il ne tombera pas. Il va glisser. Lentement. Et sans que personne ne l'aide à se relever. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas le cœur lourd. J'avais le cœur clair. Parce que ce que je faisais n'était pas une vengeance. C'était une réorganisation stratégique. Et le bruit de ses propres pas dans le vide allait être la seule musique qu'il entendrait. Il n'y a rien de plus cruel que de regarder quelqu'un perdre ce qu'il croyait maîtriser. Françoise Sagan. Marc commençait à sentir que quelque chose clochait. D'abord, ce fut une réunion annulée par surprise, remplacée par une visioconférence avec 2 nouvelles consultantes du fonds. Puis, un tableau Excel qu'on lui demanda de remplir pour évaluer ses pratiques managériales. Il haussa les épaules. Encore des formalités. Encore des gens qui ne comprennent pas le terrain, pensait-il. Mais derrière ces demandes, se cachait notre stratégie. Chaque document demandé, chaque entretien organisé par Claire ou moi, était une pièce du puzzle, la cartographie d'un désastre dont il n'avait jamais vu les signes. Nous ne faisions que révéler ce qu'il avait laissé pourrir en croyant que son sourire suffirait à diriger. Et moi ? Je l'écoutais chaque soir, sans qu'il sache. Ses doutes, ses soupçons, son irritation. Il disait. Ces nouveaux investisseurs veulent tout contrôler. On va les calmer, tu vas voir. Je ne répondais pas. Je servais le dîner, comme d'habitude. Mais chaque silence de ma part était une signature invisible sur son avenir. Un matin, il est rentré furieux d'un rendez-vous au siège du fonds. Tu sais ce qu'ils m'ont dit ? Qu'ils allaient restructurer les équipes. Ils veulent virer Paul. Et Thomas. Mes gars. Il frappait la table. Je continuais à plier du linge. Tu devrais peut-être les laisser faire, ai-je simplement dit. Il m'a regardé, surpris. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Peut-être qu'ils savent ce qu'ils font. Ce fut la première fissure. Il a senti que je savais. Que je n'étais plus l'épouse en veille. Que je tenais quelque chose. Quelques jours plus tard, Paul a reçu un mail de licenciement. Thomas aussi. D'autres ont suivi. Tous ces hommes qui avaient ri à mes dépens, dans ma maison, avec mon vin. Marc a commencé à perdre pied. Plus de repères, plus de soutien. Ses décisions remises en question, ses présentations rejetées, ses idées notées non conformes. Mais le pire n'était pas cela. Le pire, c'est qu'il n'avait aucun visage à blâmer. Car moi, je n'étais pas encore apparu. Je préparais mon entrée. Et elle aurait lieu, au conseil d'administration, jeudi matin, à 10h. Les femmes qu'on croit éteintes finissent par incendier tout ce qu'on sous-estimait. George Sand. Le jeudi matin, j'ai enfilé mon tailleur gris clair. Pas par coquetterie. Par symbolisme.
C'était celui que je portais lors de ma première prise de parole publique, il y a des années, quand personne ne croyait en moi, sauf moi-même. Je suis arrivé au siège du fond 20 minutes avant la réunion. Claire m'attendait à l'étage, un café à la main. Prête? Il l'est moins que moi, ai-je soufflé. La salle du conseil était vitrée, lumineuse, austère. Autour de la table ovale, les actionnaires, les juristes, les représentants du fonds. Et Marc. Assis à gauche, stylo à la main, sourcils froncés. Il m'a vu entrer, et il a blêmi. Il a cligné des yeux, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Il a regardé autour de lui, puis à nouveau moi. Puis il a murmuré. Sophie. Je me suis assise, sans répondre. J'ai ouvert mon ordinateur. Mon nom figurait sur la feuille de présence. Sophie Delaunay, coprésidente du comité stratégique. Claire a ouvert la séance. Aujourd'hui, nous finalisons le plan de restructuration de la société. Les projections financières sont claires. Pour garantir la pérennité, des ajustements majeurs sont nécessaires. Marc a voulu intervenir. Attendez. On ne va pas décider ça comme ça, sans dialogue. Je me suis tournée vers lui. Ce n'est pas sans dialogue, Marc. Cela fait 2 mois que nous dialoguons avec ton entreprise. Tu n'as pas écouté. Tu as souri. Tu as sous-estimé. Comme toujours. Le silence. Absolu. Je me suis levée, j'ai fait quelques pas, puis j'ai posé un dossier devant lui. Ce sont les nouveaux organigrammes. Voici les départs validés. Voici les recrutements prévus. Et voici ta lettre de fin de mandat. Il a tremblé. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pas à moi. Pas comme ça. J'ai baissé les yeux. Puis je l'ai regardé droit dans les siens. Tu m'as humilié dans ma propre maison, entourée de tes amis. Tu m'as appelée femme au foyer, comme on dit meuble inutile. Tu pensais que je n'étais rien sans mon titre. Tu t'es trompé. Il s'est affaissé sur sa chaise. Et moi, je suis retourné à ma place. J'ai bu une gorgée de café. Et j'ai dit. On peut passer au point suivant. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir rester en paix quand tout s'effondre autour des autres. Christiane Taubira. Le jour où Marc a quitté la salle du conseil, personne ne l'a retenu. Pas ses anciens associés. Pas ses fidèles amis, déjà partis. Pas même les secrétaires, habitués à ses remarques condescendantes. Il est sorti sans mots, sans dossier, sans regard en arrière. Moi, je suis restée. La société, elle, n'a pas pleuré. Elle a continué. Mieux. Les premiers changements ont été rapides, réunions réduites, décisions plus claires, recrutement basé sur la compétence et non l'amitié. L'ambiance s'est allégée. Même les murs semblaient respirer autrement. Un matin, en arrivant au bureau, j'ai croisé Julie, une jeune responsable marketing que Marc n'avait jamais prise au sérieux. Merci, m'a-t-elle dit simplement. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je savais. Dans les jours suivants, plusieurs anciens salariés m'ont écrit. Certains pour revenir, d'autres simplement pour dire qu'ils avaient suivi ce qui s'était passé, et qu'ils étaient soulagés. Pas à cause de la chute de Marc. Mais parce qu'enfin, quelqu'un avait osé casser le cercle. Et moi dans tout ça? Je ne jubilais pas. Je ne me vengeais pas. Je vivais. Je rentrais chez moi, seule, mais droite. Je cuisinais pour moi. Je lisais des dossiers sans être dérangée. Et parfois, je souriais en pensant à cette phrase qu'il avait dite. Elle découvre la joie de ne rien faire. Je n'avais jamais autant fait que maintenant. Le dimanche, je marchais le long de la Seine, avec un carnet dans mon sac. Un carnet où je ne notais plus les tâches à faire, ni les plans d'action. Juste des pensées. Des lignes simples. Un jour, j'y ai écrit. Je ne suis pas une revanche. Je suis une renaissance. Le plus grand luxe, c'est de pouvoir être soi-même sans demander la permission. Gisèle Halimi. Le temps avait passé. Quelques semaines, à peine, mais elles avaient suffi pour que la maison se vide de ce qui pesait. Pas de meubles, non. D'air.
De tension. D'attente. Il n'y avait plus de soupirs dans les murs, plus de silence lourd au petit déjeuner. Juste moi, et une odeur de café frais. Je n'avais pas cherché à savoir où Marc était allé. Il n'avait laissé qu'un message. Tu as gagné. Mais il se trompait. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de récupérer ce que j'avais donné trop longtemps à ceux qui ne le méritaient pas. Un matin, j'ai reçu un message inattendu. Louis. Un ancien collègue, croisé sur plusieurs projets il y a des années. Toujours respectueux. Toujours juste. Je suis tombé sur ton nom dans un article. Impressionnant. Je serai à Paris la semaine prochaine. Un café, peut-être? Je l'ai relu plusieurs fois. Ce n'était pas un flirt. Ce n'était pas un piège. C'était, simple. Proposé sans attente. J'ai répondu. Pourquoi pas? Un café, oui. Quand je l'ai retrouvé dans ce petit bistrot du Marais, il m'a souri comme on sourit à quelqu'un qu'on n'a jamais oublié. On a parlé travail. Littérature. Vie. Il ne m'a pas demandé ce qui s'était passé avec Marc. Il savait. Ou peut-être qu'il n'en avait pas besoin. Il m'a dit. Tu sembles différente. Plus calme. Plus forte. J'ai haussé les épaules. Peut-être que je suis juste, moi. Il a souri. Ça te va bien. Ce jour-là, je ne suis pas rentrée plus légère. Je suis rentrée juste à ma place. Et en rentrant, j'ai ouvert le carnet que je gardais dans mon sac. J'ai noté. Je peux recommencer. Et cette fois, pour moi. Je ne sais pas ce que Louis deviendra dans ma vie. Un ami, un chapitre, un point-virgule. Mais ce que je sais, c'est que désormais, je ne marcherai plus dans l'ombre de personne. Je suis devenue ma propre lumière. La paix ne vient pas après la tempête. Elle vient quand on choisit de ne plus y retourner. André Chédid. 3 mois. Cela faisait 3 mois depuis ce fameux conseil d'administration. 3 mois depuis que j'avais fermé la porte à tout ce qui me rabaissait, à tout ce qui me retenait. La société se portait bien. Mieux même. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Les collaborateurs respiraient à nouveau. Et moi, je n'avais plus à hausser la voix pour être écoutée. Il suffisait que je parle. Marc? Je n'avais plus de nouvelles. Il était sorti de ma vie comme une mauvaise habitude dont on finit par ne plus sentir le manque. J'avais appris qu'il avait tenté de relancer un projet, sans succès. Il cherchait à redevenir celui qu'il prétendait avoir été. Mais les portes ne s'ouvrent pas de la même manière quand l'arrogance a été dévoilée. Moi, je m'étais installée dans un petit appartement lumineux à Montmartre. Pas aussi grand que notre ancienne maison. Mais il y avait quelque chose ici que je n'avais jamais eu ailleurs, la paix. J'y vivais seule. Et pourtant, je n'étais plus jamais seule. Chaque matin, je me levais avec ce sentiment étrange, celui de ne devoir rien à personne. Je buvais mon café en regardant les toits de Paris. J'écrivais quelques lignes dans mon carnet. J'éteignais mon téléphone parfois, juste pour entendre ma propre voix. Un samedi, en rangeant quelques cartons oubliés, je suis tombée sur une vieille photo. Marc et moi, au début. Je l'ai regardée longuement. Puis, doucement, je l'ai remise dans la boîte. Pas par rancune. Pas par mélancolie. Par acceptation. Ce n'était pas une page à déchirer. C'était une page que j'avais lue. Et refermée. Ce soir-là, Louis m'a invité à un vernissage. Il m'a présentée comme la femme la plus brillante qu'il connaisse. Je n'ai pas rougi. Je n'ai pas nié. J'ai simplement dit merci. Quand je suis rentrée, j'ai écrit dans mon carnet. Je n'ai pas gagné contre lui. J'ai gagné pour moi. Et c'est, sans doute, la seule victoire qui mérite vraiment d'être célébrée.